Je trouve que c'est très intéressant parce que je vais vous parler plutôt de notre pratique chez nous en Belgique, où on a quand même un environnement qui est peut-être plus facile que chez vous. Je pense que ça doit être plus difficile à aborder au Maroc parce que nous, on a quand même des hôpitaux un peu partout, des gens qui vont se déplacer, et je pense que vous n'avez pas tout à fait les mêmes moyens que nous pour faire cette médecine en milieu hospitalier. Donc probablement qu'il y a des indications qu'on n'élargit pas au niveau de la pratique de ville chez nous, parce qu'on a une infrastructure différente, qui serait peut-être plus envisageable chez vous pour des raisons de bénéfice-risque à évoluer en fonction de ton travail. Donc, effectivement, je trouve que ce sera intéressant de discuter de cela après, de ce que vous faites et de voir un petit peu votre pratique. Donc, on va parler des allergies médicamenteuses. Déjà, dans les épidémiologies, on va considérer que 20 à 30% de la population générale, on va parler de réaction aux médicaments, pas d'allergie. Et chez 10 à 20% des patients hospitalisés, on va devoir différencier les effets secondaires médicamenteux des 10 à 20% des réactions qui seraient d'origine allergique. Donc, le diagnostic reste difficile à poser, difficile et parfois risqué à explorer. Les éruptions cutanées médicamenteuses, on en retrouve chez 2 à 3% des patients hospitalisés et on est loin du fait que ce soit toujours des allergies. Il y a des réactions cutanées sévères uniquement chez 1 pour 1000 des patients en moyenne et la mortalité est relativement faible. Quelle est la part des allergies vraies? C'est ce qu'on va essayer de définir. On doit donc différencier les réactions prévisibles, les effets secondaires, qui sont le plus souvent là, c'est 80% des réactions, en relation avec les propriétés pharmacologiques des produits, aux doses dépendants et qui sont plutôt codifiées, comme la neurotoxicité de l'imipénème, la colie pseudomembraneuse après l'augmentin. Les réactions non prévisibles sont plus rares, 20% des cas, et c'est souvent en dose indépendante, et là, c'est non lié aux propriétés pharmacologiques voulues du produit, et ça va être dépendant de la susceptibilité de chaque patient. Donc, il y a des idiosyncrasies qui peuvent être décrits avec les déficits en IgA notamment, mais ça, on n'en parlera pas, et il y a les différents mécanismes immunoallergiques qu'on va voir. Donc, on a des schémas qui sont un peu validés pour ces hypersensibilités médicamenteuse. Si on parle de l'hypersensibilité médicamenteuse, c'est une exposition à un stimulus à une dose tolérée par un sujet qu'on va dire entre guillemets normal et qui va causer des symptômes ou des signes cliniques reproductibles, ça c'est important, ils vont être reproductibles, d'où le danger des tests, chez un individu défini. On parlera d'hypersensibilité non allergique, qui est très fréquente dans les médicaments, qui est non immunologique. Les anti-inflammatoires, par exemple, c'est beaucoup plus souvent ça. Des hypersensibilités allergiques qui vont vraiment être les vraies allergies médicamenteuses. La réaction immunologique, ça va être évidemment, si je suis dans l'allergie vraie médicamenteuse, essentiellement le type 1 et le type 4, donc l'immunité humorale IgE et l'immunité cellulaire avec la lymphocyte T. On verra que c'est parfois un peu plus complexe dans les toxidermies et les réactions retardées. Alors, les hypersensibilités non allergiques, quelques exemples que vous avez certainement déjà vus dans vos cabinets médicaux. Les produits de contraste iodés, on en voit beaucoup, on les teste, il y a peu d'allergiques. C'est une libération non spécifique d'histamine le plus souvent par le produit de contraste, par exemple, parce qu'il a une propriété hyperosmolaire. Ça, on le définira un peu demain quand on en parlera. On va avoir également notamment les inhibitions de la voie de la cyclooxygénase avec libération de COX, avec les anti-inflammatoires de la famille des COX-1, une libération de prostaglandine qui va entraîner des urticaires et des œdèmes. Et là, on va voir ça souvent chez les patients qui ont des pathologies de type urticaire chronique sous-jacente et qui, à la prise d'anti-inflammatoires, vont aggraver leur urticaire. On n'est pas dans un mécanisme immunoallergique propre. Les IEC, les angioœdèmes, éventuellement les hyperréactivités bronchiques sur les bêta-bloquants. Donc ici, on redéfinit les différents mécanismes avec évidemment toutes les clostridium, allez, c'est tout petit moi ici. Le Clostridium difficile qui va entraîner des phénomènes digestifs après les prises d'antibiotiques. Vous avez les néphropathies sur les aminoglycosides. Les quinolones, c'est assez bien décrit aussi. Et on va avoir de l'urticaire par une fixation sur le récepteur spécifique MG, je ne retiens jamais son numéro là, moi. Je ne sais pas si je sais agrandir ici, non. Je ne sais pas avoir la dia toute seule. Non, je ne sais pas. C'est pas grave. Sur le récepteur spécifique, et puis évidemment les réactions plus IgE ou cellulaires, comme on l'a vu. Alors, comment est-ce qu'on va les prendre en charge? Déjà, la prise en charge, l'anamnèse est fondamentale, et on va essayer les classifier, selon leur mode de survenue. Est-ce que ça va être une réaction immédiate, inférieure à 1 heure,
on est plus souvent ça dans les urticaires, les angioïdèmes, les réactions anaphylactiques vraies. Les semi-retardés qui vont aller jusqu'à 48 heures pour l'urticaire et les rash. Et dans certaines semi-retardées, on peut avoir également des chocs, mais souvent moins sévères. Et puis les allergies retardées à partir de 72 heures jusqu'à plusieurs jours après le début du médicament, avec toute la classification des différentes toxidermies où la chronologie des événements est très importante pour essayer de diagnostiquer la toxidermie. En sachant qu'une vraie toxidermie sévère, souvent on l'a au moment même parce que le patient il va arriver à l'hôpital. Les mécanismes appliqués, c'est toujours évidemment ceux de la classification de Galley-Combs. On la connaît en classe type 1, 2, 3, 4. Et on voit ici que si on reprend dans le schéma, je sais pas si, oui voilà, si on reprend dans le schéma ici des immunités, les allergies médicamenteuses, on a nos 4 types et puis on voit que ça se complique quand même pas mal puisque dans le type 4, on parle parfois de type A, B, C et il y a différentes avec les CD4 qui vont même pour le DRESS intervenir la voie TH1 ou la voie TH2. Donc, il y a vraiment des modes de sensibilisation très différents. Et je crois que là, les toxidermies sévères, c'est vraiment des centres d'expertise qui doivent les prendre en charge. Encore les différents mécanismes avec les réactions plutôt immédiates et accélérées qui vont donner de l'urticaire, de l'angioïdème, les accélérés une 72 heures, les mêmes types de symptômes avec des anaphylaxies moins sévères. Puis on a tout ce qui est cytotoxique avec les grades 2 où on va retrouver évidemment les anémies hémolytiques, les cytopénies qu'on va voir, les néphrites interstitielles, et c'est la complexima comme la maladie sérique, la vascularite éventuellement, puis les dermatites de Cotinck et les toxidermies plus sévères dans les grades 4. L'allergie médicamenteuse, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qu'on peut prédisposer? Bien, c'est plus important si on a un médicament avec un poids moléculaire qui sera supérieur à 1000 Dalton. L'administration répétée et intermittente, c'est quand même une voie de sensibilisation, plus l'administration IV que la Péros. C'est lié à l'autre. Il y a quelques études qui montraient que c'est plus fréquent chez la femme, c'est à démontrer. C'est plus fréquent chez les adultes que les enfants. Et l'atopie ne semble pas constituer un facteur de risque. Les manifestations cliniques, on ne va pas les détailler, vous les connaissez. C'est les réactions immédiates à 1 heure avec évidemment les angioïdèmes, les urticaires. Les réactions semi-retardées avec des éruptions cutanées plus stéréotypées, érythémateuses en grand placard, prurite œdème laryngé, parfois asthme malgré tout. Les réactions retardées de 48 à 72 jours à plusieurs jours, avec les exanthèmes maculopapuleux simples qu'on voit souvent chez l'enfant, et jusqu'aux néphropathies et au syndrome de l'aïeul et aux toxidermies sévères. Les toxidermies graves, on a plutôt peur, on n'aime pas trop les explorer quand même, usuellement, donc je pense que ça vraiment, ça doit être des centres d'expertise. Parce qu'il y a un risque vital possible, on est limité dans la possibilité des tests cutanés. On va retrouver la pustuleuse exanthématique aiguë généralisée, notamment souvent avec les carbamazépines, les différents DRESS qu'on va retrouver avec les anticonvulsivants, l'aminocycline, les bêta-lactamines qui peuvent en donner quand même pas mal. La nécrolyse épidermolique toxique des éruptions cutanées qui surviennent moins 48 heures après l'introduction du médicament. S'il y a des bulles ou des érosions sur moins de 10% du revêtement du corps, on va parler d'un syndrome de Steven-Johnson. Et si c'est sur plus de 30% de revêtement du corps, du syndrome de l'aïeul avec différentes formes intermédiaires, ça, ce sont des pathologies vraiment évidemment très sérieuses. Donc, il faut toujours avoir en mémoire au minimum le petit résumé ici. Ça, c'est vraiment un schéma simplifié, il y en a des plus nets, sur les délais d'apparition après le début de la prise du médicament. Et vous allez avoir des critères d'imputabilité suggestifs, compatibles ou incompatibles entre la pathologie évoquée et le délai de survenue. Donc ça permet de nous aider dans la gravité des symptômes parce que les patients ne savent pas toujours. Une fois qu'on aura un petit peu établi tout ça, quelles vont être nos méthodes de diagnostic? Je pense que comme on l'a vu ici sur les critères, différents critères, l'anamnèse, ça va vraiment être quelque chose de totalement fondamental. Une anamnèse allergologique médicamenteuse, ça prend du temps. Je dirais que dans les toxidermies sévères, comme je l'ai dit, le patient, souvent, lui, on l'a en magasin, si je puis dire, parce qu'il va arriver, il va être hospitalisé. Mais dans tout ce qui est plus intermédiaire, les gens, ils savent pas toujours bien vous répondre. Ils sont parfois envoyés très longtemps après l'incident. Et c'est pas des tests qui sont toujours anodins. Et donc, vraiment, on prend beaucoup de temps à interroger ces patients-là. Il faut essayer de préciser les choses. Alors, au moment de la réaction, quand on l'a, on est content, c'est pas souvent. On va faire une tryptase sérique, ça on aime bien quand on l'a, mais c'est pas toujours gagné. Une recherche d'éosinophilie.
Alors, pour les critères de gravité dans les vascularites, si on a un bilan hépatique, on est content. Une insuffisance rénale, une hématurie, c'est intéressant. Les biopsies cutanées, quand on peut les avoir, ça a un certain intérêt. Je me mets toujours un petit bémol, ce que j'explique aux assistants. Les résultats des biopsies cutanées ne sont pas la panacée. Ça dépend qui les a lus. Et alors, des toxidermies, on en trouve très souvent. Donc, il faut quand même pas partir ce parti de vérité juste sur l'anapathe. Ça peut nous aider, mais à prendre avec des pincettes. Ça ne donne pas la vérité sur tout. Et donc, après 6 semaines, on va faire des tests cutanés. Et si possible, dans un délai de 6 mois, c'est l'idéal. Je sais pas chez vous, mais nous, les histoires de pénicilline, ils ont réagi dans l'enfance et ils arrivent à 40, 50 ans quand ils en ont besoin, quoi. Donc, les fiabilités des tests dans les études et ceux qu'on a, qui viennent se présenter, c'est parfois plus compliqué. Donc, le diagnostic, l'anamnèse, chronologie, comme on l'a dit, réaction immédiate, plus retardée. On va avoir différents critères d'imputabilité pour le médicament, les critères intrinsèques d'abord sur la clinique, le tableau clinique, la facteur de survenue, la chronologie des événements, les facteurs de risque, l'âge, si le patient a rencontré plus souvent cette molécule plutôt qu'une autre, tout ça dans l'anamnèse. Et on va intégrer cela avec des critères d'imputabilité extrinsèques qui vont être les données de la littérature. On va voir plus souvent des DRESS, par exemple, avec l'allopurinol. S'il y a un allopurinol, une réaction cutanée, le critère d'imputabilité extrinsèque va aller dans le sens, par exemple, de l'allopurinol, et vous allez définir des tableaux de probabilité. Une fois qu'on a fait ça, on va se décider de rentrer dans les prick tests et les intradermaux, les patch tests essentiellement pour les réactions plutôt retardées. On a aussi des tests biologiques, mais nulle part, ça, en pratique clinique usuelle, c'est plutôt pour la recherche, les tests d'activation des basophiles, les tests de transformation lymphoblastique, on n'a pas ça toujours de façon usuelle. Et alors le TPO qui va rester évidemment le gold standard, mais qui va pas nous préciser quel est le mécanisme de la réaction. Donc quel test pour quelle réaction? Ça c'est le plus classique. Dans les réactions retardées, on va avoir des patch tests, des prick tests ou des intradermoréactions à lecture retardée. Pour les exanthèmes maculopapuleux, les dermatites de contact, les purpuroas, les vascularites, les syndromes de l'aïeul. Les prick tests et les intradermoréactions pour les lectures immédiates, comme l'urticaire, les réactions immédiates, l'urticaire, le bronchospasme, la rhinite et l'anaphylaxie de grade 1 à l'immunité humorale. On a dans la littérature, on retrouve quand même certaines sensibilités, spécificités avec des valeurs prédictives négatives qui sont plus ou moins reproductibles selon les auteurs et les études. On en a beaucoup. C'est souvent sur des petites séries. On a plusieurs auteurs, vous voyez, Antunes, Torres, Barbeau, qui ont donné un peu leurs chiffres. On trouve des sensibilités pour les pénicillines de plus ou moins 70%. C'est quand même la classe qui a été la plus validée. Les produits de contraste iodé, il y a une valeur prédictive négative de 96%. On verra que parfois, selon les auteurs, les seuils de dilution jusqu'où on va sont discutés et ça varie un petit peu la valeur prédictive négative. Beaucoup des tests nécessitent des validations dans de grandes séries de patients. Un des problèmes principaux pour explorer l'allergie médicamenteuse, c'est un intérêt de la standardisation, des concentrations. On ne fait pas n'importe quoi. On ne teste pas tous les produits en pur. Il y a énormément de faux positifs. Et donc, il faut vraiment avoir des données. Nous, je vais vous montrer comment on a travaillé et tout ce qu'on a établi pour essayer de les faire. Donc, il faut vraiment une standardisation des concentrations, jusqu'où je vais pour diluer. Je vais pas aussi loin pour un curare que pour une pénicilline. Les modes de dilution, les techniques d'injection pour avoir une reproductibilité, parce que les techniques d'injection vont parfois vous donner des faux positifs. Et il y a toute une série de critères de lecture. Quid de la stabilité des solutions préparées? Ça reste un point d'interrogation. Vous avez des collègues qui vont vous dire, moi, je les garde 3 mois. Un autre, moi, je les garde 6 mois. Moi, je garde le 1 sur 1, donc le produit pur, 3 à 6 mois. Le deuxième, il va vous dire qu'il va jusque 10-1. Et quand vous essayez de faire le ménage dans tout ça, eh bien, vous n'avez jamais aucune réponse, correcte, cohérente, ni de la firme pharmaceutique qui commercialise le produit, ni de vos pharmaciens. Donc, on se fait un petit peu toute son expérience et voilà. Et en fonction des possibilités, si on sait souvent avoir des médicaments parfois très coûteux à diluer ou pas, parce qu'on a quand même parfois des médicaments qui coûtent très cher. On essaye d'avoir en stock pour diluer.
Les tests cutanés, donc on va faire des dilutions à partir des produits purs dans des flacons de 4,5 ml de diluant physiologique phénolé et on va injecter 0,5 ml dans les flacons de 4,5 ml et on va obtenir les dilutions de 1 dixième, 1 centième, 1 millième. Les dilutions jusqu'où on doit aller vont varier d'un médicament à l'autre, je vais vous le montrer, selon les données de la littérature, basées sur des essais cliniques, sur votre propre expérience. Il y a pas mal de faux positifs irritatifs, donc quand on fait les tests médicamenteux pour des molécules pas toujours très bien explorées, les infirmières, elles fichent le camp, elles veulent plus travailler avec moi parce que je demande des bras, mon bras, on pique et on va voir si nous on a une réactivité. Parfois, on se prend comme témoin parce que on sait pas si c'est pas irritatif ou pas. Donc voilà. Alors on a quand même des choses bien codifiées comme le contraste de 1 à 1000 à 1 sur 10. 1 sur 10, vous avez peut-être lu des textes où c'était jusque 1 sur 1. Moi, personnellement, je mets 1 sur 10 et je vous montrerai quand on aura des contrastes que on a quand même eu des petits taux de faux positifs. Le curare de 1 à 1000 à 1 sur 100, ça dépend du curare. Le clamoxyle, 2,5 mg par millilitre à 25 mg par millilitre en général. Ça, c'est validé. Ici, je vous ai donné, je vais passer très rapidement, c'est toutes les lectures de la littérature qu'on a fait avec ma collègue quand on a fait les fiches pour tester nos médicaments, sur toutes les références de standardisation qu'on a, avec évidemment les recommandations de l'ENDA EACI. On a un collègue dont Virginie a déjà parlé tout à l'heure pour la LTP, Didier Ebault, qui fait beaucoup de choses et du bon boulot. Et il a aussi vraiment repris les différentes dilutions, donc c'est basé sur lui. Et vous avez évidemment Brockhoff dans Allergie, qui reste quand même une belle référence pour choisir les dilutions que vous allez prendre avec vos molécules. Donc, je pense que si vous faites du médicament, vous devez vous faire vos fiches et vous devez avoir ça à portée de main parce que ça se retient pas facilement par cœur. On voit par exemple que pour les curares, si c'est l'atracuronium, on va tester jusqu'à 1 millième et le cistracheum, on peut aller jusqu'à 1 centième. Bon, moi je sais pas vous, moi je pense que des fiches c'est important pour bien travailler. Ici, on revoit les dilutions pour les pénicillines et on voit par exemple, il y en a qui se trompent parfois, la céphalosporine, elle est à 2 mg par millilitre maximum, la pénicilline 20 mg. C'est pas la même chose, même si c'est des bêta-lactamines. Donc attention, une céphalo à 20 mg va être positif, ça peut être un faux positif. Alors voilà un petit peu nous comment on a travaillé. Déjà, nous en Belgique, on est quand même drôlement obligé de demander un consentement aux patients. Un consentement éclairé parce qu'on va le voir après, c'est pas sans risque. Et puis on a fait des fiches de prescription des différentes molécules pour la pharmacie pour savoir tout ce qu'on doit tester et ainsi c'est assez pratique. La pharmacie sait ce qu'on attend d'elle et on a le reste. Et puis on a fait nos fiches de dilution qu'on utilise avec les infirmières et ainsi on a vraiment nos fiches qui sont là et on sait d'où on part et jusqu'où on va en fonction de la clinique et en fonction du médicament. Les tests cutanés en IDR, je ne sais pas si vous en avez déjà tous pratiqué. Donc, on utilise des seringues de 0,5 à 1 millilitre, si possible avec un piston plat. Enfin bon, voilà. On va prélever 0,02 millilitres du produit. C'est pas beaucoup. Pour certains produits, on parle de 0,03 dans certains anesthésiants. Ça, c'est un petit peu discuté. Et on va faire une papule en intradermo qui doit atteindre environ 4,5 mm. Alors, on va faire une lecture immédiate à 20 minutes. Et donc, il faut que la papule soit supérieure au moins de 3 mm à la papule initiale. Et on fait évidemment toujours un témoin positif et un témoin négatif en comparaison. On va faire des lectures retardées des intradermaux dans les réactions médicamenteuses retardées, ça c'est très important. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de médicaments qu'il faudra arrêter, dont il faudra faire attention pour faire nos tests, on le verra plus loin. Chez nous, en Belgique, en tout cas, c'est ça que je dis, je pense que on est dans une infrastructure qui fait que, c'est mon avis, ça peut être discuté, mais je crois qu'on partage plus ou moins tous ceux qui font de l'allergologie médicamenteuse chez nous. Ça doit être sous surveillance médicale, avec plus souvent quand même une voie veineuse et quand même un service d'urgence tout près, parce que vous allez le voir, on a des réactions. Après, on travaille avec ce qu'on a et les besoins du bénéfice-risque. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir tout, mais qu'un patient, c'est indispensable pour le traiter, je sais pas moi, une syphilis, où j'ai pas d'hôpital tout près et il a vraiment besoin de la pénicilline pour traiter sa syphilis, ça peut se justifier parfois de prendre des risques. Donc, il faut voir dans quelles conditions on travaille. Maintenant, toujours primum non nocere et rester toujours très prudent. Donc, il faut relativiser les choses. Les techniques des intradermaux, donc on injecte dans l'épiderme 0,02 ml, pardon.
les intradermaux des lectures retardées, ça va augmenter la sensibilité. C'est pour les allergies médicamenteuses retardées, surtout les érythèmes pigmentés fixes. Contre-indiquer les DRESS, les LAIEUL, les vasculites, plutôt dans des centres d'expertise, parce qu'on peut quand même réactiver la pathologie. Alors, dans la plupart des cas, on a la cortisone pour agir, mais ça marche pas, voire ça aggrave même les choses. Donc, on n'a pas de traitement. Et dans certains centres d'expertise, ils commencent à utiliser des antidiaques, différentes choses pour soigner les toxidermies. Donc là, peut-être que ça peut plus s'envisager. On fait des lectures à 6 heures, 24 heures, 72 heures, parfois une semaine après pour les corticoïdes et les héparines. On peut avoir des réactions très retardées. Et au moment où on met le patch, où on fait l'IDR, même dans une réaction retardée, on a parfois des réactions systémiques qui se sont vues. Voilà un exemple d'IDR à lecture retardée bien positif. La grille de lecture est la même que pour les patch tests, on le verra plus loin. Donc, contre-indiqué quand même dans les toxidermies graves, les cytopénies. S'il n'y a pas de consentement éclairé chez nous en Belgique, on ne devrait pas le faire. Il faut des moyens de réanimation idéalement quand on l'a. La grossesse, c'est une contre-indication, sauf s'il y a une indication majeure de nouveau, si on n'a pas le choix. Les bêta-bloquants, c'est discuté, on vous dit non, pas besoin, etc. Moi, j'arrête les bêta-bloquants si j'ai pu programmer le test et que c'est pas dangereux pour le patient d'arrêter les bêta-bloquants 24 à 48 heures avant. Mais je le fais parce que le choc anaphylactique, si j'en ai un, c'est rare, on n'en a pas souvent, vous allez voir, c'est très rare, mais il y en a, il sera plus sévère et on va avoir une résistance à l'adrénaline. Donc finalement, moi, je l'arrête. Les médicaments arrêtés, les antihistaminiques au moins une semaine avant. Les cortico-immunosuppresseurs un mois avant, ça c'est pour les réactions retardées à médiation cellulaire évidemment. Les amipramides 3 semaines, les kétotifènes de 4 semaines, mais ça pose moins de problèmes. Les patch tests, ça c'est plus souvent les dermatos qui les font. Maintenant en médicaments, chez nous, c'est nous qui les faisons. Donc il faut faire ça en peau saine, plutôt quand il fait pas trop chaud. Plus difficile au Maroc, il fait souvent chaud. Dans le haut du dos ou à l'endroit de la réaction, si la pathologie ça a été un érythème pigmenté fixe, là il faut le faire à l'endroit où vous avez eu la réaction. Pas de cortico, lecture, comme on a dit, jusque 7 jours parfois. Pas sous immunosuppresseur idéalement, à l'exception si vous avez eu la réaction médicamenteuse alors que le patient était sous immunosuppresseur. Il faut savoir que le post-op, la grossesse, les accouchements sont immunosuppresseurs. Donc voilà, on choisit mieux son moment quand on a le choix. Il faut des véhicules adaptés à la nature chimique de l'allergène. Donc pour certains, ça va être dans la vaseline, pour d'autres, ça va être dans les kits physiologiques. Et il faut toujours bien faire attention à ce qu'on teste et déterminer les dilutions, voir les pH, parce qu'il y a énormément de faux positifs avec ces patch tests où on va voir ces réactions en soap, là, vraiment très irritatifs. Ça, c'est souvent pas une allergie, c'est parce qu'on a utilisé un produit trop irritant. Et donc, les dilutions, nous, on les fait par la pharmacie. Voilà. Et alors, dans les LAIEUL et les DRESS, on discute de faire d'abord 0,1%, puis 1%. Là, c'est plus dangereux. La grille de lecture, c'est pas de réaction du tout. On voit ici vraiment ce SOAP syndrome où on a l'impression que c'est positif, mais non. Et on peut aller d'un simple petit érythème jusqu'à une réaction avec des infiltrats et des vésicules. Et on va grader comme ça l'interprétation de nos patch tests. Et pour les intradermaux à lecture retardée, c'est la même grille de lecture. Quelle est la sensibilité et la spécificité des patch tests? C'est quand même pas top. Voilà, leur sensibilité varie en fonction du médicament testé et de la toxidermie explorée. Il faut quand même souvent comparer patch test et IDR s'il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications. Et on a quelques critères. Dans le DRESS, ils vont révéler souvent des multi-réactivités dans 18% et de positifs dans 64% des cas. Alors, quels sont les mécanismes en cause pour qu'on explore comme ça? Dans un patch test, l'allergène va être appliqué 48 heures sur la peau et va pénétrer dans l'épiderme par les cellules de Langerhans, va être présenté aux cellules T spécifiques. Dans un prick test, l'allergène ou la protéine médicamenteuse va être amenée dans le derme superficiel et va ponter 2 immunoglobulines et va entraîner la dégranulation, évidemment, cellulaire au niveau du mastocyte avec un libérateur des médiateurs comme l'histamine et on va avoir notre réaction. L'injection intradermique, elle va pouvoir agir des 2 manières, atteindre les yeux fixés sur les mastocytes pour déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate, où l'allergène va être véhiculé par les cellules dendritiques, la présenter aux cellules T et déclencher l'hypersensibilité retardée. Ça, c'est un schéma qui le reprend. Alors, est-ce que vous saviez que nos tests, c'est pas si anodin? Si on injecte, par exemple, une IDR pure à l'amoxicilline, on va injecter 1,25 mg de cette quantité.
et de la molécule, et ça peut être responsable d'un choc. Donc, ça a été démontré dans des études. Il y a eu quand même eu des cas de décès dans les années 90 aux USA, et le plus récent retrouvé, donc heureusement, donc ça va bien, en tout cas celui qui est déclaré, c'est en 2010 en Italie avec la ceftriaxone. Les risques des allergies médicamenteuses, si on prend 2 études d'Annick Barbeau pour les patch tests, sur 134 patients avec des patch tests, elle aura eu seulement une récidive des PEAG, donc finalement c'est secure. Et si on reprend plusieurs auteurs qu'on a mis dans un seul papier, qui ont eu des tests cutanés médicamenteux en patch, les drug patch tests qui vont réinduire la réaction allergique médicamenteuse, on voit que c'est retrouvé quand même pour pas mal de molécules, mais dans des petites quantités, mais c'est retrouvé, donc on peut avoir cela. Les risques des tests cutanés, quand on fait des prick tests pour les trophallérgènes avec les aliments natifs, finalement, on peut avoir 0,26% de réactions qui vont être un peu plus systémiques, rarement sévères. Moi, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps pour quelqu'un avec du poisson. On s'y attend pas, mais c'était minime, hein. Un antihistaminique, ça a été à peu de choses près, mais ça arrive. Les trophallérgènes aussi. Et les tests cutanés au bêta-lactamine, sur 1,3% du total, il y a des patients qui vont réagir aux tests cutanés. Ici, c'est une étude dans le JACI en 2005 où on voit qu'il a eu 2 chocs vrais sur des prick tests, même un prick à 1/10, hein, donc c'est décrit. Alors ici, c'est une étude qui a été faite par une collègue de Namur. C'est pas une étude, c'est un cas clinique sur un cas, et moi j'ai eu 2 cas de la même manière. C'est donc comme quoi la voie de sensibilisation peut quand même jouer sur nos tests cutanés, et donc elle a écrit le papier. On va essayer de colliger peut-être pour faire quelque chose de plus correct avec les cas qu'on a. Ça, ce sont les ophtalmologues lorsqu'ils font une intervention de cataracte. Vous avez une anesthésie générale, parfois plus locale, ça dépend un petit peu comment on pratique. Et souvent, pour éviter les complications, moi je le savais pas avant de tester ma patiente, ils vont injecter chez nous de la céfuroxime au niveau de l'œil. Et donc, il y a des patients qui vont se sensibiliser par là et faire des réactions anaphylactiques, parfois un petit peu plus retardées. Et là, elle a eu 2 fois le cas, et moi également, en faisant les tests cutanés. Est-ce que ça a un lien avec la voie de sensibilisation? Elle avait testé à 5 mg par millilitre, la céphalo. Donc, moi, je vous avais vu, je vais à 2 mg par millilitre. C'était peut-être un petit peu plus. Et donc, elle a une expérience d'une 50aine de patients testés avec cette dilution sans irritation cutanée. Et 10 minutes après le prick test, le patient a développé une réaction anaphylactique vraie. Et moi, j'avais eu exactement la même chose, avec l'intradermoréaction à 10-3, avec une réaction anaphylactique, une tryptase montée à 35, une patiente avec perte de connaissance, perte d'urine, on a dû la choquer 2 fois, 2 fois l'adrénaline, donc voilà, ça fait peur quand ça arrive. On vide ses surrénales et on a de l'adrénaline nous-mêmes. Donc les risques des tests cutanés, les intradermaux peuvent être réalisés quand les prick tests sont négatifs. Les patch tests, c'est discuté, mais il faudrait toujours commencer par les prick tests. C'est contre-indiqué ou dans des dilutions très faibles, dans les toxidermies sévères, c'est plutôt pour les centres d'expertise, en sachant que souvent les malades, ils vont y être référés parce que les vrais toxidermies sévères vont être hospitalisés. Ça peut être potentiellement dangereux avec des petits accidents, enfin pas une grande proportion d'accidents, mais ça existe, il faut le savoir, et donc il faut toujours rester vigilant et prudent. Alors est-ce qu'on peut se passer des tests cutanés? D'une part, ça a été beaucoup essayé pour les risques, mais aussi parce qu'on n'avait pas toujours le temps de faire les tests cutanés. Il y a eu des études sur les enfants avec des TPO chez 11 IDR positifs, et il y avait des TPO négatifs chez 2 tiers des patients avec tests cutanés négatifs pour des problèmes viraux, et a priori on peut pas. Et alors on verra demain pour les pénicillines, on nous parle de plus en plus de cette codification PenFast et l'étude Palace au Canada qui ont donné directement des TPO pour les pénicillines, mais ça reste quand même risqué. On peut être aidé par la génétique. Oui, on sait que le HLA, ici, pour la carbamazépine, va intervenir, le B38 également, mais on n'a pas accès à la génétique. Les infections virales, ça, il faut toujours bien les rechercher dans l'allergie médicamenteuse. Est-ce que le patient était malade infecté? L'allopurinol qui donne des dresses et les infections virales, ça, c'est quand même une association bien dangereuse. Les tests in vitro, actuellement, ça n'a pas, dans les hypersensibilités non immédiates, ça ne nous a pas vraiment encore donné de réponse. On aimerait bien, parce que c'est dangereux à faire. Les cytométries de flux, les tests de transformation lymphoblastique, pas vraiment.
Et donc, on espère que les tests biologiques vont substituer progressivement aux tests cutanés et surtout au TPO, mais ce n'est pas encore le cas. Donc les tests biologiques, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc en allergologie médicamenteuse, le risque de réactivation d'une réaction immédiate ou retardée par les simples tests cutanés n'est pas nul. Bon, il faut le faire, c'est pas nul. Il y a une contre-indication des TPO qui sont recevables, comme dans le Lyell par exemple. Les diagnostics différentiels difficiles, courage, fouillon reste parfois vrai. Et il y aurait intérêt à avoir des tests biologiques performants. Rapidement, un petit mot sur les TPO. On va les faire on va pas les faire s'il y a une concordance clinique et des explorations positives. S'il y a des explorations positives, une discordance clinique, il faut parfois les faire. Vous avez vu que nos tests cutanés, ils sont pas toujours bien validés, standardisés. Donc parfois, il faut pas enlever trop vite des molécules. Oui, si les résultats sont négatifs et aussi pour exclure des réactions croisées pour donner des alternatives médicamenteuses. Les contre-indications absolues, érythème bulleux, toxidermie sévère, ils le font maintenant dans certains centres de référence. Ils font quand même des TPO dans les dresses. Ils n'ont pas eu trop d'accidents. Mais bon, voilà. Et donc, il y a quand même différentes pathologies où il faut se méfier. Relatif, la femme enceinte, bénéfice-risque, les infections aiguës, l'asthme non contrôlé, différentes maladies cardiaques. Si on fait un choc, c'est plus embêtant. Ça reste le gold standard pour confirmer ou affirmer une diagnostic d'hypersensibilité médicamenteuse. S'il y a une bonne valeur prédictive positive d'histoire clinique, le test de provocation peut être pratiqué d'emblée avec un médicament alternatif éventuellement. Ça ne va pas nous renseigner sur la nature immunologique ou non de l'hypersensibilité médicamenteuse. Donc si vous donnez une quinolone, vous allez avoir de l'urticaire, mais vous n'avez pas mis en évidence la sensibilisation allergique vraie. Ça sera sur le récepteur, la fixation sur le récepteur et la dégranulation du mastocyte. Là, évidemment, encore plus prudent avec une voie, un chariot d'urgence et des gens connus pour réanimer autour. Les protocoles de TPO, ça manque de standardisation. Globalement, on va partir de 1 à 10% de la dose thérapeutique unique et on va monter progressivement jusqu'à la dose journalière. Des intervalles de 30 à 60 minutes. Donc les intervalles, c'est important, pas en dessous de 30 minutes. Si vous faites un protocole d'induction de tolérance aux médicaments, vous allez monter toutes les 15 minutes la dose et il va tolérer le médicament. Donc il faut faire attention aux doses. Dans les réactions retardées, il y en a qui parlent d'intervalles de 1 à 10% avec des jours espacés. De plus en plus, il y en a qui font en une seule dose parce qu'ils estiment qu'on risque de sensibiliser le patient en faisant le protocole de montée de dose. Donc ça, c'est discuté dans la littérature aussi. Les médicaments arrêtés, ce sont les mêmes. Et alors, l'interprétation n'est pas toujours si facile. Il y a des faux positifs avec des symptômes psychologiques chez le patient. C'est pas si évident. Des symptômes d'urticaire préexistants, comme avec l'aspirine, il faut faire le ménage dedans. C'est pas toujours facile non plus. On peut avoir une aggravation par le médicament d'une maladie préexistante. Il y a des faux négatifs avec des cofacteurs qui vont être absents, des temps d'exposition d'observation trop longs et des dosages trop bas où on va peut-être plutôt faire une désensibilisation si on commence trop bas avec des montées de doses trop rapides. Donc voilà, les tests ont une valeur prédictive dépendante du type du mécanisme de la réaction dans l'urticaire. Et je crois que ça doit rester quand même dans des centres plus expérimentés. Ça reste potentiellement dangereux, les TPO. Bon, ça, c'est quelques protocoles que nous, on fait. Et donc, finalement, les allergies médicamenteuses, c'est un problème quotidien pour le médecin. Mais le niveau de connaissance dans ce domaine, même si on en parle beaucoup, etc., reste assez faible comparé à l'asthme, à la dermatite atopique ou aux allergies alimentaires, qui sont par ailleurs moins prévalentes, quelque part. En poursuivant la comparaison, les allergies médicamenteuses ne bénéficient pratiquement pas de support institutionnel, ni pratiquement d'aucun support de l'industrie pharmaceutique. Et donc, on a quand même une méconnaissance de certains nombres de mécanismes physiopathologiques, une absence de tests de diagnostic bien validés. Ça arrive, on bouge, ça avance, mais on n'est pas encore toujours loin pour tous les médicaments. Et donc, on a besoin, je pense, dans ce domaine-là, de la collaboration des médecins pharmaciens, biologistes, des immunologues. On doit vraiment participer tous ensemble pour faire le bilan médicamenteux correct.